Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des Fiorinato. Que vous savez, je rencontre tous les acteurs de l'éducation, tous ceux qui participent à mon métier, à la vie d'une école. Et là, j'ai le plaisir de recevoir trois gémiennes qui vont se présenter et qui représentent deux associations et qui reviennent de Glasgow. Allez, au risque de vous surprendre, nous allons parler COP26, quel est un petit peu l'état d'esprit des étudiants, et puis pourquoi des étudiants de GEM à la COP à Glasgow. Alors, je vais vous demander de vous présenter donc comment chacune. On va commencer par Claire. Donc, je m'appelle Claire Briand, je suis élève en deuxième année à l'école GEM de Grenoble et je fais partie de l'association Impact, qui est une association qui recherche des projets pour le développement durable. Ok. Alors, on va rester dans l'association Impact avec Lisa. Alors, donc moi aussi Impact, effectivement, et je suis Lisa Silberfeld en deuxième année également. Et ensuite, la troisième, Yuna. Alors là, vous êtes dans une autre association. Oui, donc moi je m'appelle Yuna Guiborel, je suis aussi élève en deuxième année à GEM et je fais partie de l'association GEM ONU, qui est une association pour la diplomatie et les relations internationales. Alors, je l'ai dit, vous êtes parti à la COP26, un beau projet. Comment est-il né? Comment vous avez été sélectionné? Et puis, pourquoi vous avez voulu y aller? Alors, laquelle d'entre vous se lance? Euh, je peux peut-être en parler. En fait, ce projet est né de l'année dernière, déjà de nos anciens responsables dans nos associations respectives qui souhaitaient un peu élargir nos projets. On a notamment pu participer l'année dernière à la COP2 étudiante et on s'est dit que la COP26 pouvait être une aussi belle opportunité pour des étudiants. Et ainsi, on a demandé à GEM s'il était possible d'obtenir des accréditations pour participer. Et de fil en aiguille, on a réussi à monter le projet avec l'aide de l'administration. Et finalement, on a réussi à assister à la COP26. D'accord. Lisa ou Claire, des choses à ajouter? Donc du coup, on a pu partir sur les 2 semaines, couvrir les 2 semaines, 5 étudiants la première semaine et 5 étudiants la deuxième semaine. Et voilà, ça a été une incroyable opportunité pour les deux associations et même l'école entière. Comment, il y a beaucoup d'écoles et d'universités qui étaient représentées à la COP26 ou c'était encore mieux pour vous puisqu'il y en a très peu qui ont pu partir? Oui, c'est pas si facile que ça de partir, puisqu'il faut effectivement obtenir l'accréditation de la part de UNFCCC. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, c'était une chance de pouvoir partir grâce au travail qui avait été fait au préalable par les deux associations. Ensuite, il y avait effectivement d'autres étudiants français de diverses universités avec qui on a pu échanger sur place. Attends, que je comprenne bien, il y avait comment? Une salle réservée ou des débats réservés qu'aux étudiants, ou alors c'est l'ensemble des populations et acteurs qui se sont rencontrés et échangés autour des enjeux de cette COP? Alors non, il n'y avait pas une salle de réservée. En fait, nous avions un badge qui était un badge observeur, c'est-à-dire qu'on observateur. Donc, on pouvait aller observer plusieurs choses, des rendez-vous dans des meeting rooms, des sessions plénières. On pouvait aller au niveau des pavillons. Cependant, tout ne nous était pas ouvert puisqu'il y a certaines choses, certains rendez-vous qui sont soit open, soit close. Donc, on pouvait assister que à ce qui était open. D'accord. Pour vous, faut comment? C'était un objectif personnel? Vous avez des convictions encore plus engagées au niveau de l'environnement? Yuna? Personnellement, cette année, moi, je suis responsable UNEP dans mon association. Donc, c'est l'organe un peu pour l'environnement des Nations Unies. Et c'est vrai qu'on a donné particulièrement cette année une tournure beaucoup plus responsable à notre association. Et ça me tenait vraiment à cœur que de pouvoir observer à plus grande échelle toutes les problématiques internationales sur l'environnement et l'écologie.
Et donc, ça me tenait particulièrement à cœur de pouvoir y assister. Claire? Moi, je suis toute récente dans l'association Impact et forcément, c'est une association qui est à la fois environnementale et sociale. Et effectivement, si j'ai intégré cette association, c'est pour mes convictions personnelles. Et la COP26, c'était vraiment une chance extraordinaire de pouvoir voir les relations internationales à une échelle planétaire sur des enjeux environnementaux et climatiques. Et c'était vraiment réussir à aller à la strate, ce que j'appellerais un peu la strate la plus élevée des problèmes que dans notre association, en tout cas, on essaye de prendre en charge. De votre côté, Lisa? Alors moi, c'est vrai que j'entendais pas mal parler de la COP26. Je m'y intéresse beaucoup depuis, on va dire depuis l'accord de Paris, donc la COP 21. Et je me demandais vraiment, voilà, quels étaient les réels enjeux, parce que c'est vrai qu'au travers des médias, on a du mal à les capter. Et voilà, le fait donc d'y être, de participer, de rencontrer les différentes cultures, de rencontrer les décideurs, ça m'a vraiment permis de concrètement comprendre quels étaient les enjeux et ce qu'il pouvait vraiment se passer dans une COP. Alors, vous l'avez dit, vous aviez un badge d'observateur, mais est-ce que vous aviez une mission initiale? Comment vous avez préparé ce séjour? Un petit peu, voilà, puisque comment vous avez eu la chance de côtoyer de très près cette COP, quels sont un petit peu, alors je ne vais pas dire l'envers du décor, mais concrètement, comment ça se passe? Je sais pas, Yuna ou Claire ou Lisa, laquelle se lance? Du coup, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que le soir même, on allait regarder ce qui était le planning pour la journée du lendemain. Les plannings sortaient des fois assez tard, même quelquefois après 20 heures. Ça dépendait des jours. Et ce qui faisait que, donc, 20 heures du jour d'avant pour le lendemain. Et du coup, on étudiait le planning. Souvent, on était par 5 chaque semaine. Et on essayait à peu près de se répartir. L'idée n'était pas de couvrir absolument tous les sujets parce que c'est impossible. Il y a énormément de choses à voir. C'est très, très grand. Mais c'était d'avoir une sorte d'envie. Donc, ce qu'on mettait tout d'abord en premier, c'était qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de voir. Et ensuite, chaque journée était définie par des thèmes. Et du coup, on essayait voilà, d'avoir une vue globale du thème en assistant à plusieurs conférences. Et comment, pour ces thèmes, vous aviez de la documentation qui vous était donnée ou c'était à vous de constituer de faire vos propres recherches pour avoir l'information? En fait, donc chaque jour était donc sur un thème bien précis. Donc en général, on avait globalement une culture générale qui pouvait suffire pour comprendre les enjeux. Après, il y avait la documentation autour des accords de Paris. Donc ça, c'est vrai que, pour être honnête, on n'a pas eu le temps de tout lire, mais on s'en était quand même bien imprégné pour pouvoir suivre notamment les plénières et les meeting rooms pour comprendre vraiment ce qui se passait. D'accord. Alors, vous étiez observateur, donc je suppose qu'il y a des négociateurs, est-ce qu'il y a d'autres catégories d'acteurs qui participent à ces discussions? Alors, il y a les négociateurs, effectivement, il y a les parties, donc ça, c'est vraiment justement ceux qui rentrent dans les salles de négociation, et il y a la presse aussi, et les observeurs. Je crois qu'il y a ces 3 statuts, et après, il y a un jeu de couleurs aussi, il y a le rose, le jaune, le bleu, je crois, si je ne me trompe pas, et le vert, oui. Alors, exactement à quoi ça correspond, je crois que le bleu, c'était pour les personnes qui venaient des UK, du United Kingdom. Les partis, ils étaient roses en général, et nous, on était jaunes. Et la presse était grise aussi, non? C'est ça, les filles? Alors, il y avait du vert aussi pour certains négociateurs, mais ça devait être d'autres types de négociateurs. Il y avait le gris, c'était un petit peu pour tout ce qui était le personnel technique sur place et la sécurité, qui comptait quand même énormément de personnes, puisque forcément, gros événement implique grosse logistique. D'accord. Les ONG, elles avaient quelle couleur?
Il me semble, j'espère ne pas me tromper, mais il me semble qu'on était pareil. On était aussi statut observateur en jaune, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Et donc, statut observateur, ça signifie quoi? Que vous assistez pour ensuite en parler autour de vous, pour réagir? Enfin, c'est éventuellement pour titiller les parties en présence. Votre rôle, enfin, il consistait en quoi? Et Nous, fait, notre ça rôle, passe bien. nous, c'était donc, on avait, enfin, comme le disait Claire, libre accès plus ou moins, sauf quand c'était fermé, mais aux salles de négociation, à toutes les conférences. Après, on pouvait échanger avec les intervenants. Après, on n'avait pas vraiment de pouvoir, entre guillemets, euh, pour se faire bien entendre, mais on pouvait quand même échanger nos points de vue et discuter avec les gens présents là-bas. Et ça, c'était vraiment très intéressant, au moins de pouvoir faire ça. Quelle a été la réaction des négociateurs quand ils vous ont vu? Puis déjà, est-ce que vous avez fait des belles rencontres? Euh, je dirais qu'il n'y a pas eu spécialement de réaction. Enfin, en tout cas, si nous, d'apprendre qu'on était des jeunes venant d'une école, ils étaient très surpris, donc si quand même surpris de nous voir et intéressés de savoir ce qu'on faisait là et comment on avait réussi à accéder à la COP. Et oui, on a pu faire pas mal de belles rencontres. Enfin, en tout cas, nous, pour la première semaine, on a pu échanger avec la ministre de l'écologie, notamment, puis également l'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, sur les problématiques environnementales concernant les entreprises et leurs attentes sur la COP en général. Lisa, de votre côté? Alors nous, bon déjà on a vu entreaperçu Barack Obama, donc ça c'est vrai qu'on était contente. C'était un peu du hasard parce qu'on n'était pas sûr qu'il allait venir et finalement au détour d'un couloir on a vu un attroupement de journalistes et on s'est dit ouh il va se passer quelque chose et voilà on l'a vu descendre d'un escalier pour donner donc une conférence auquel il y avait que 2 badges par délégation pays, donc 2 badges pour la France. Malheureusement la délégation de GM n'y a pas eu le droit. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Nous avons aussi eu l'opportunité d'interviewer le maire de Grenoble. Donc, Impact sortira et J'aime ONU sortiront une vidéo qui présentera cette interview. Nous avons aussi vu le candidat Europe Écologie Les Verts, Jadot, c'est ça? Oui, c'est Jadot. Voilà, Claire aussi, tu veux... Voilà, donc on a vu ces deux hommes politiques, Monsieur Piolle et Monsieur Jadot. Ensuite, nous, au niveau de la deuxième semaine, on s'est réunis avec les filles, puis on a pris le pari d'essayer d'interviewer des gens parce qu'on trouvait que c'était vraiment l'endroit idéal pour avoir des échanges avec des personnes diverses et variées et qui pouvaient vraiment nous apporter un point de vue nouveau que nous, on n'avait pas, dû à notre expérience pas encore très, très large, mais qui commence en tant que jeune personne active. Donc, on a pu par la suite interviewer la ministre de l'écologie finlandaise. On a aussi interviewé des scientifiques au niveau d'un des pavillons scientifiques qui s'appelait le pavillon de la cryosphère. On a ensuite interviewé un monsieur qui s'appelle Monsieur Martin, qui était une personne qui avait fait 11 COP, je crois. Monsieur Martin, qui était un ancien membre de la French Water Academy. Je crois que c'est à peu près tout pour les personnes qu'on a interviewées, mais en tout cas, ça, c'était vraiment quelque chose très, très intéressant à faire. Et vous avez pu rencontrer des étudiants d'autres pays et voir comment vous pouviez collaborer ou pas? Alors, les étudiants, il faut savoir qu'il n'y avait pas tant que ça de jeunes à la COP. Il y avait effectivement un petit groupe qui s'était un petit peu mis en lien avant, sauf que la COP, c'est tellement grand que effectivement, c'est pas si facile que ça de se retrouver. Et oui, en fait, le nombre de jeunes est assez rare. C'est pour ça que souvent, les gens étaient contents de nous parler quand ils nous trouvaient.
D'accord. Alors, si on regarde un peu. Il y avait quand même un groupe de jeunes, c'était pas forcément des étudiants, mais en tout cas, ça regroupait des jeunes personnes, un peu de différentes cultures. Et donc ça s'appelait, c'était le matin en fait, c'était les conférences Yungo, où il y avait voilà, plusieurs jeunes qui venaient parler au micro des conférences et des choses qu'ils avaient pu voir la veille. Donc en fait, ils se répartissaient le travail et voilà, venaient présenter, faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé la veille. C'est vrai qu'on a eu du mal à pouvoir assister à ces conférences, soit par rapport au temps ou parce qu'il y avait une autre conférence qui nous intéressait. Et du coup, on s'en est intéressé un peu trop tard et on n'a pas pu adhérer aux conférences Yungo. Mais si on s'y était pris en début de semaine, on aurait pu adhérer avec eux. Après, on s'est abonné à une newsletter, donc ils nous envoyaient quotidiennement leur récapitulatif de ce qui se passait au quotidien. Alors, les négociations internationales dans la réalité, c'est quoi? C'est de l'affrontement, c'est du consensus, c'est des longues discussions. Comment ça s'est passé ou alors ça dépend des sujets? Alors généralement, c'est des très longues discussions sur une virgule, sur un mot, où en fait, donc c'est dirigé par deux co-chairs, ça s'appelle, où ils donnent en fait la parole au pays qui la demande pour donc modifier un texte de loi. Donc en fait, on a des grandes télés avec voilà, tous les points de loi sur lesquels on travaille, les articles. Et voilà, et à chaque fois qu'il y a une modification, les co-chairs demandent à chaque pays s'ils sont d'accord. Et dès qu'il y a la moindre modification, même la modification d'une modification, il faut que tous les pays se mettent d'accord. Il faut trouver un consensus. Vraiment, c'est vraiment l'objectif. Sinon, ils ne sortent pas de la salle. Donc, ça peut durer des heures et être des longues discussions sur une virgule, hein, vraiment, ou sur un mot. Donc ça se passe dans les négociations. Yuna, votre au contraire déçue ou moyennement satisfaite? Pardon, le début, juste à couper, vous me parliez de mon ressenti? Oui. D'accord. Quelle note vous donneriez? Enfin, est-ce que vous êtes parti avec plein d'ambition? Est-ce que vous revenez gonflé à bloc et très optimiste ou pas? Ou vous avez découvert d'autres aspects que vous n'imaginiez même pas? C'est vrai que moi, j'étais partie avec beaucoup d'ambition, notamment celle d'assister aux négociations, puisque en tant que membre d'une association de géopolitique, bah, ça me tenait beaucoup à cœur d'être confrontée à la réalité des négociations. Et finalement, arrivé sur place, c'était très compliqué d'y avoir accès. Fallait vraiment se présenter les premiers, être là, enfin sur le qui-vive, je veux dire, parce que tout le monde veut assister aux négociations et les places sont très restreintes. Et ça a été une première déception. Euh, Mon ressenti, je dirais qu'il est très mitigé. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que la COP soit organisée de cette manière, c'est-à-dire que toute la journée, on assistait à des conférences et on a appris peu de temps après dans la semaine que chaque conférence était retransmise en direct sur YouTube. Donc finalement, tout le monde y avait accès, ce qui est une très bonne chose, mais nous, on aurait très bien pu aussi avoir accès chez nous et ne pas faire tous ces kilomètres, etc. Peut-être pour juste assister à des conférences. En tout cas, moi, c'est mon avis. D'autant plus que, disons que pour moi, l'atmosphère était très particulière dans la mesure où j'ai l'impression que les pays se félicitaient beaucoup eux-mêmes de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils ont fait par le passé. Et j'avais du mal à voir les actions concrètes qui pouvaient être menées pour notre futur. Et la sous-représentation aussi des jeunes et des peuples indigènes qui sont aujourd'hui très concernés par toutes ces problématiques et que j'ai très peu vu. Je trouvais ça aussi également très dommage. Donc, je rentre en France avec un goût un peu amer, mais néanmoins, je suis quand même très contente d'avoir pu constater ce que c'était qu'une COP, comment c'est organisé. Mais pour moi, il faudrait changer quelque chose dans le fonctionnement. Voilà.
ressenti. Lisa, c'est un avis que vous partagez? Que je partage complètement. On ne s'est pas vraiment concerté et voilà, c'est ce que je dis quand on me demande ce que j'ai pensé de la COP. C'est voilà, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai croisé plein de cultures, c'était hyper enrichissant. Mais par contre, voilà, ce qui était au niveau des conférences, des grosses conférences, c'était voilà les pays ou même les entreprises, les CEO qui venaient vraiment se féliciter de ce qu'ils avaient fait mais voilà, aucune perspective pour le futur. Alors que voilà, je m'attendais vraiment que la COP ça soit quelque chose où on essaye sur le court terme, le moyen terme et le long terme de trouver des solutions pour sauver notre planète. Et en fait, je ne pense pas que la COP26 sera, et même peut-être les COP si elles ne changent pas, la solution pour sauver notre planète. De toute façon, ça a été a priori un résultat insatisfaisant, puisque même que le leader a pleuré au moment de l'accord, et donc peut-être que cette COP26 ne restera pas forcément dans les annales, ou au contraire sera un point de départ pour une réflexion plus globale. Ok, Claire, un avis contraire à vos deux collègues? Question. Allez-y, Claire. Encore une fois, je ne vous ai pas entendu. Je disais, est-ce que vous partagez le même avis que vos deux collègues, ou vous avez une vision plus optimiste et positive? Je ne sais pas si c'est plus optimiste. Pour le fait de m'être rendue sur place, moi par contre, je suis contente parce que pour moi, suivre quelque chose en virtuel et y être en réel, ce ne sera jamais pareil. Au début de la semaine, on était beaucoup à aller effectivement au niveau des meetings, des sessions plénières, là où il y avait tout ce qui était les pays qui parlaient, qui tentaient de prendre des décisions. C'est vrai que même à ces niveaux-là, il n'y avait pas toujours énormément de prise de décision. Il y avait des fois des grands chefs des gens haut placés dans telle ou telle industrie qui parlaient beaucoup, mais qui n'étaient pas vraiment là pour prendre des décisions. Donc, c'était beaucoup parler, expliquer. C'est vrai, ce côté un peu auto-congratulation. On l'a vu. Après, on a un petit peu changé de stratégie au milieu de la semaine, de notre deuxième semaine. Nous, on s'est plutôt concentré sur les pavillons, à faire aussi donc ce que je vous expliquais, ce qui était les sortes d'interviews, parce que je pense qu'il ne fallait pas hésiter à aller parler avec les gens. Et là, on voyait des histoires, des progrès, des gens qui montaient leur mission, pas toujours avec beaucoup de budget, mais qui réussissaient à faire vraiment plein de petites belles choses. Si on prend en général, effectivement, ça avance pas comme on veut, ça avance pas assez vite, comme le décrivait Lisa. On est quand même, il y a quelques pièces où il y a des populations indigènes qui sont en train de nous expliquer que certains avaient perdu des membres de leur famille à cause des conflits pétroliers, alors que dans deux pièces à côté, quelques pièces à côté, les gens qu'on va dire les décisionnaires se battent pour une virgule. Donc, on voit une différence énorme. Il y a une incompréhension forcément. Et même nous, on est choqués. On est même des fois en colère. Mais c'est ça qui a fait que c'était un peu l'aventure COP parce que il y avait de tout et des fois de rien. Mais fallait aller gratter, fallait aller chercher et il y avait des choses à voir. D'accord. Alors, vous êtes en deuxième année, hein, vous l'avez évoqué quand vous êtes présenté. Je suppose que vous allez opter pour une année césure. Est-ce que vos recherches se font sur des métiers liés à l'environnement et à la transition écologique? Lisa? Moi, pour être honnête, j'aimerais bien travailler dans une entreprise qui manage les nouvelles énergies. Donc c'est vrai que sur les nouvelles énergies, tout ce qui était l'hydrogène, le développement des parcs électriques, ça m'a énormément intéressé lors de cette COP. Donc voilà, ce serait plus une entreprise sur les énergies vertes pour moi. Claire? On ne vous entend pas. C'est bon. De mon côté, on va notamment continuer à mener des projets avec l'association Impact. Moi, je suis au niveau du pôle des événements extérieurs. Et du coup, on va bientôt mettre en place ce qu'on appelle le corner RSE. Donc, on va avoir des contacts avec des entreprises dans tout ce qui est les dynamiques RSE. Et du coup, je pense que ça va continuer à fortifier mon projet
et j'aimerais bien au moins sur mon année de césure faire un de mes stages, puisqu'une année de césure comprend 2 stages, un de mes stages justement dans cet endroit-là de la RSE. D'accord. Et pour vous, Yuna? Moi, pour l'instant, je ne sais pas vraiment encore, mais ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas si j'ai envie de faire en gros un poste spécialisé dans la RSE, mais en tout cas, j'ai envie de m'engager dans une entreprise qui prend en compte ces problématiques environnementales et qui essaye d'évoluer vers une transition écologique. Après, pour occuper quel poste, ça, je me pose encore les questions, mais je trouve que c'est très important aujourd'hui de s'impliquer dans des entreprises qui cherchent à évoluer dans ce sens-là. Je vais vous titiller un peu, y compris chez un pétrolier? J'ai un peu du mal avec, avec ça, mais ouais, j'ai un peu de mal, j'avoue. Non, pas de souci. On arrive au terme de l'entretien. Dans tous mes interviews, le rituel, c'est que la dernière question est posée par l'invité ou les invités. Quelle est la question ou les questions que vous aimeriez chacune me poser? Ah, Bon, moi, j'en ai une. alors allez-y. Je voulais savoir, monsieur Fiorina, si vous aviez eu la chance à notre âge d'y aller, y seriez-vous allé et qu'est-ce que vous auriez cherché là-bas, à la COP26? Alors comment? Bonne question. Si j'avais eu l'opportunité, oui, sans aucun problème, puisque quand j'avais votre âge, j'étais déjà intéressé par les problèmes de société et la géopolitique, donc j'y serais allé. Et dans une optique de découvrir des solutions et des idées et des solutions. Voilà, pour vos deux collègues, est-ce que, entre-temps, une question vous est venue à l'esprit? Est-ce que si vous avez l'opportunité d'envoyer une autre délégation d'étudiants de GEM, vous le feriez? Et si oui, combien, comment? Enfin, est-ce que vous changeriez quelque chose dans la manière dont ça a été fait cette année? Alors, envoyer une autre délégation, oui, pourquoi pas, ou dans une autre conférence internationale ou multilatérale. Et par contre, bénéficier de votre expertise avec peut-être beaucoup plus de préparation en amont et puis d'organisation de rendez-vous. Voilà. Mais après, comme vous l'avez fort bien dit, c'est vrai qu'on peut organiser beaucoup de choses et je pense qu'il y a beaucoup d'imprévus ou de contraintes logistiques et d'opportunités. Donc, ça serait peut-être beaucoup plus travailler en amont sur toutes ces opportunités et essayer d'en retirer donc, le maximum. Non, mais je vous dis, enfin, COP ou autre événement, alors ça peut être sur des négociations ou des assemblées générales de l'ONU, donc ça c'est une perche pour Roger Monu, de dire oui, tout ce qui peut être vu de l'intérieur est bénéfique pour les étudiants. Parce que vous avez énormément appris sans vous en rendre compte. Vous l'avez fort bien dit sur les négociations, la virgule, l'autosatisfaction, le greenwashing, etc. Et finalement, en une semaine, puisque vous étiez là chacune pour des séjours d'une semaine, vous avez largement plus appris que s'il y avait eu un parcours d'une année, parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Yuna, de votre côté? Moi, j'aurais une question, mais plus générale. Si vous avez pu un peu suivre les rapports qui ont été faits sur la COP26 et même sur, en général, l'environnement et les négociations sur le climat, moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt positif ou vous restez encore un peu sur la réserve concernant l'avenir des négociations internationales sur le climat? Vous l'avez fort bien dit, dans les négociations, de toute façon, il faut un consensus. Et comme chaque pays compte, les objectifs sont différents. Pour nous, toute la réflexion est de se dire il faut du contenu. Du contenu pour qu'on puisse vous l'enseigner, des études de cas sur lesquelles vous puissiez travailler. Il y a besoin également de recherche parce que autant tout le monde est d'accord sur le fait que la planète aille mal et on est capable d'aligner des chiffres et puis on le voit au vu du nombre de catastrophes qui se passent. Par contre,
il manque un petit chaînon derrière et so what, hein, so what, quoi en termes de stratégie. Est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies à mettre en place? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de consommer? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences sur lesquelles on doit former? Et pour l'instant, ça reste encore un petit peu soit très loin, hein, très confus, ou peu clair. Alors, il y a quelques livres qui sortent. Là, il y en a un, celui de Bertrand Bicard, où il donne il parle donc d'idées et il présente donc ces idées. Et je pense que c'est ce qui manque. Encore une fois, c'est donner du contenu ou créer pour nous, Business School, du contenu pour qu'on puisse vous former et vous soyez prêts là-dessus. Hein, et on le voit bien dans vos attentes. Oui, vous voulez c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent. Des engagements ensuite personnels, mais il y a plein de choses à faire et pour l'instant, il y a un champ immense et c'est peut-être là où le monde académique a intérêt à travailler, alors que ce soit entre business school et école d'ingénieur, entre business school et école de design par exemple. Enfin voilà, il y a cette étincelle et cette concrétisation à faire pour qu'on sorte du champ idéologique et du simple constat. Eh bien, écoutez, merci bien, mesdemoiselles. Bravo en tout cas, parce que je pense que c'est une expérience dont vous vous souviendrez donc très très longtemps et je pense que certains de vos camarades donc sont jaloux, le seront peut-être encore plus quand ils vont regarder donc cette vidéo. Dans le petit mot d'accompagnement, j'indiquerai le nom de tous les étudiants parce que vous représentez donc les 10 qui y sont donc allés. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que, par rapport au projet que vous avez évoqué, vous puissiez les mener avec, toujours, le même état d'esprit j'aime. Merci beaucoup et puis à très très bientôt. Merci. Merci.